Bonsoir à tous, bienvenue au débat. Ce soir, nous parlerons de l'efficacité des nouvelles stratégies annoncées pour la lutte contre la corruption, puis nous aborderons la certification de qualification au métier comme solution au chômage. Pour en parler, j'ai avec moi des analystes politiques. Julio Tometti, bonsoir à vous. Bonsoir Marielle, bonsoir Plateau et tous les spectateurs. À ma gauche, Adrien Chomakou, bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat. Et Mohamed Liamidi qui nous a rejoint pour cette deuxième partie du Grand Soir. Bonsoir. Bonsoir Maël, bonsoir encore une fois aux téléspectateurs. On démarre avec la lutte contre la corruption au Bénin. Récemment, Jacques Mingan, président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin, a annoncé de nouvelles stratégies visant à renforcer la lutte contre la corruption. Ces actions incluent des initiatives de sensibilisation et de formation ciblant divers secteurs, ainsi que la mise en place de mécanismes de surveillance plus rigoureux pour identifier et punir les comportements frauduleux. Ma première question s'adresse à Julio Tometti. Pourquoi un haut commissariat à la prévention de la corruption? Doit-on comprendre que la corruption sévit plus que ce qu'on ne veut bien croire? La corruption, comme il faut le reconnaître, est un mal qui, comment dire, qui est presque planétaire. Seulement, en fait, que ces formes, ou bien, en fait, bon, on dirait que c'est une affection, la manière dont, en fait, ça gangrène les économies va d'un pays à un autre. Nos pays d'Afrique sont les pays les plus ancrés, en fait, aux affres de la corruption, en tenant compte peut-être de notre culture ou de notre éducation. Et donc, de ce point de vue, vous aurez pu constater qu'il y a eu par le passé beaucoup d'initiatives de lutte contre la corruption, que ce soit au plan international ou régional, même national. Je me rappelle de cette fameuse marche contre la corruption du temps de la, comment dire, de Boniaï. Tout ce qui a été fait n'a pas pu donner, comment dire, véritablement ses fruits. Vous avez vu, en fait, comment dire, à l'avènement du gouvernement de la rupture, il y a eu une intensification de ce que peut appeler une répression à travers les mécanismes mis en œuvre, mis en place, et notamment, en fait, cette juridiction spéciale, la CRIET. Mais il faut comprendre que la dynamique aujourd'hui par rapport à la création d'un haut commissariat pour la prévention de la corruption, il y a à noter le mot prévention. Prévention pour dire, il faut revenir peut-être aux fondamentaux, il faut revenir à la base. C'est pourquoi je dis, Jacques Mingan prend son travail très au sérieux et il a su mesurer en fait ce qu'on lui a confié et les objectifs qui doivent être les siens. Il s'agit notamment pour le Haut Commissariat à la prévention de la corruption de prévenir la corruption. Prévenir, c'est quoi? Ça passe notamment par la formation, par l'éducation et bien entendu par la sensibilisation. Donc, les approches en fait que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption entend en fait mettre en œuvre, je pense que c'est fondamentalement en adéquation avec la mission de l'institution. J'ai entendu parler de ce que il faut que ça commence par s'incrustrer, par exemple, dans les curricula de formation depuis la maternelle, des audiences foraines au niveau, par exemple, de toutes les communes, pour ne pas dire des communes qui sont distillées également dans les arrondissements. Et donc, pour que nous soyons tous au fait des formes de corruption et de comment ça se manifeste, pour que chacun nous soyons, en fait, comme on peut le dire, les gardiens, d'accord, du temple, pour quand même être, des barrières aux affres que peut représenter la corruption. Non, je suis complètement en phase, d'accord, par rapport à cette approche préventive qui est l'éducation et la sensibilisation de toutes les couches. Elle a parlé, en fait, des municipalités. L'Assemblée nationale n'y a pas échappé. Et donc, nous pouvons dire, comme je le disais tantôt, que Jacques Mingan est en train de prendre par le bon bout, en fait, ce qui est de sa mission. Alors, Adrien Chomakou, en quoi cette initiative est différente de celles qui ont été déjà faites pour la lutte contre la corruption au Bénin? Merci Maël. Moi, personnellement, je suis un observateur comme tout le monde et je pense quand même que je vais voir Jacques Mingan en œuvre pour apprécier ce qu'il veut faire là, pour voir si effectivement il y aura une différence
entre ce qu'il annonce et que ce qui a été fait. En réalité, c'est vrai que la corruption a la peau dure. À la peau dure, et c'est dans tout pays, ce n'est pas seulement en République du Bénin. Comme M. Tometi l'a dit, on a vu sous le président Boni Yayi ce que nous entendons par marche verte ou marche je ne sais quoi, marche contre la corruption. Et on a vu que le président, le gouvernement de Boni Yayi avait posé des jalons en luttant contre la corruption, mais ça n'a pratiquement donné grand chose. Ça a donné ses effets. Bon, mais le résultat escompté n'a pas été atteint. On a vu aussi le président de la rupture, je veux parler de son excellence, le président Patrice Talon, qui aussi a posé ses jalons. D'abord, le côté légal. Et le président de la rupture, Patrice Talon, a mis sur pied ce que nous entendons désormais par CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons suivi que les députés à l'Assemblée nationale avaient voté une loi, la loi sur le blanchiment des capitaux. Ça a été par la suite renforcé par d'autres articles. Et ils ont amélioré aussi la loi contre la corruption. Et il faut dire que, bon, il y a l'arsenal juridique existe, mais la corruption demeure. Les gens vont toujours continuer à poser des actes de corruption. Aujourd'hui, on peut d'une manière ou d'une autre applaudir les efforts qui ont été fournis, les efforts faits par le pouvoir central, et parce qu'il y a ce que nous entendons aujourd'hui par la dématérialisation du service public. C'est-à-dire pour plusieurs dossiers, les gens ne sont plus en contact des uns des autres pour pouvoir se glisser de l'argent, pour pouvoir continuer à poursuivre la corruption d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est un acquis. La dématérialisation du service public contribue d'une manière ou d'une autre à lutter contre la corruption en République du Bénin. C'est pour dire quoi? Le gouvernement de Patrice Talon a déjà posé beaucoup de jalons, beaucoup de démarches, mais il reste. C'est parce qu'il reste qu'on a mis sur pied ce que nous entendons désormais par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui est dirigé désormais par l'ex-bâtonnier Jacques Mégan. Toujours est-il que Jacques Mégan fera de quoi il est capable, mais nous ne pouvons jamais atteindre un taux de corruption zéro. Vous voyez par exemple, il y a l'ARMP qui a été aussi mise sur pied et qui permet aujourd'hui de lutter d'une manière ou d'une autre contre la corruption dans le secteur des marchés publics. Et aujourd'hui, si vous suivez, il y a une semaine, le procureur spécial de la lutte contre la corruption, dans son déclaration, il a dit que relativement, on constate qu'il n'y a plus assez de dossiers en matière de corruption. Mais le constat est quoi? Le constat, ce qu'il a oublié de nous préciser, et selon les statistiques d'ailleurs, c'est que effectivement, ça, il a dit, le nombre a diminué, le nombre de corrupteurs, le nombre de corrompus diminue, mais la réalité malheureuse, c'est que les corrupteurs qui sont encore en République du Bénin, c'est des gens qui, excusez-moi, je dirais, des vrais corrupteurs, des gens qui mangent avec de grandes assiettes. Parce que, si vous voyez ce qui se passe au niveau des marchés publics, parce que là, on est toujours en contact. Et en dépit des actions posées par l'ARMP, ce problème demeure toujours. L'ARMP ne cesse de sortir des décisions pour condamner des responsables, pour déclasser des gens, pour mettre en demeure certains, les condamner pour dire que vous ne pouvez plus postuler à un marché public pendant au moins 5 ans. Donc c'est 5 ans ou 10 ans après que vous, personnellement, vous pouvez encore reprendre avec votre société qui permet de postuler à d'autres marchés publics. Toujours est-il que Jacques Mécan a beaucoup à faire, qu'il ne s'amuse pas, il faut qu'il se mette au travail à temps. Le tout n'est pas à continuer à tenir des propos mielleux et faire des calculs qui ne répondent pas à la réalité. Quand Jacques Mécan dit par exemple que le cadre légal, oui, je suis pour le cadre légal, mais ce que je conteste et je déplore, c'est l'expression constitutionnalisée de la corruption qu'il a sortie quand il était allé rencontrer, par exemple, le président de l'Assemblée nationale. Parce que quand il a rencontré le président de l'Assemblée nationale, il a dit beaucoup de choses. Mais il a eu le courage de dire que lui, il souhaite vivement que
notre constitution prenne désormais en compte la lutte véritable contre la corruption. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la Cour des comptes. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais dire maintenant qu'on va constitutionnaliser la lutte contre la corruption, c'est de dire indirectement au peuple béninois que nous allons réviser la Constitution. Et ça, ce serait une autre bataille politique. Alors, Mohamed Liamidi, le président de la Cour constitutionnelle, est prêt à accompagner l'Eurocommissariat. Ça dit que la corruption, plus que mécanisme, c'est une prévention institutionnelle. Absolument, ça doit se faire, je l'ai déjà dit ici une fois, à tous les niveaux. Du sommet, c'est-à-dire du plus haut point de l'État, du sommet de l'État jusqu'aux gens, je dirais, les gens d'en bas. C'est-à-dire que le bas peuple, les gens des quartiers, un peu partout. Et aussi bien de façon verticale que de façon horizontale. C'est ça, en fait, la chose. Un peu comme un manuel de procédure. Et maintenant, veiller à ce que chaque fois qu'une décision est prise, que la décision soit respectée aussi bien par tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux à qui la décision doit être appliquée, que ceux qui doivent appliquer les décisions. C'est ça, en fait, la chose. C'est en le faisant de cette façon qu'on arrivera à obtenir un résultat concret. C'est ça, et je répète encore, c'est surtout ça. Pour moi, l'appréciation globale que j'ai de la chose, c'est qu'il s'agit ici d'œuvrer, en quelque sorte, à la transparence de la vie publique. D'accord ? En faisant la promotion des valeurs telles que la probité et l'exemplarité des responsables publics. Et que cela devienne, je dirais, une sorte de rituel aussi bien au niveau de tout ce qui est structure publique, on doit pouvoir trouver le même comportement au niveau des structures également privées. C'est en faisant de cette façon qu'on arrivera à aboutir à un résultat concret. Et puisque ici, on insiste sur l'aspect prévention, ce qui est tout à fait normal, ça veut dire que ça sous-entend beaucoup plus la forme éducative de la chose. Il faut retourner à l'éducation parce que c'est l'ensemble des valeurs que vous incarnez et dont vous faites la promotion. C'est ça qui vous amènera plus ou moins à être tenté ou à accepter la corruption. C'est-à-dire en dépit ou en plus de tous les efforts qui sont déjà faits par le gouvernement en ce qui concerne la dématérialisation, qui est quelque chose de très primordial, puisque le contact peut faciliter la corruption. Donc, en plus de cela, du cadre légal, de tout ce qui a été fait en amont là, si l'on met en place maintenant cette structure qui déjà se fait, à mon avis, une idée quand même assez claire, je dirais, du chantier qu'elle doit investir, c'est déjà un bon début. Maintenant, c'est que ce qu'on est en train de dire là, ce que par exemple j'ai lu de ce qui ressort de l'entretien du haut commissaire et de son équipe avec le président de l'Assemblée soit réel, que cela soit effectif. C'est ça qui est le plus important. Il a parlé de la question de former, par exemple, les députés. Là, ça c'est ce qui concerne les élus. Et ensuite, il a parlé de la question d'aller vers nos écoliers, nos élèves, nos enfants, nos frères, nos soeurs à l'école pour leur inculquer les valeurs. Je pense que c'est les deux axes, c'est-à-dire que les deux niveaux, les deux leviers là sont importants pour pouvoir aboutir à un résultat. Maintenant, sauf que, à mon avis, tout à l'heure en parlant des valeurs ici, j'ai parlé de probité. Il a parlé d'éthique, de probité, ainsi de suite. Et vous voyez, quand on parle de ça avec les députés, que l'on parle d'éthique, je suis d'accord. Mais la question de la probité et de trucs là au niveau des élus, pour moi, si cela devient une valeur que l'on prône déjà au niveau de l'école, c'est pas, honnêtement, je dois le dire comme ça, je ne vois pas que l'on soit en train de former les députés aux valeurs de probité. Non. Éthique, je peux encore comprendre. Mais député aux valeurs de probité, c'est le minimum que
on devrait avoir pour prétendre être député. Je ne parle pas de la réalité, je parle de ce qui devrait être. D'accord? Donc, pour moi, les choses, la ligne est bien définie, le départ semble en tout cas être bien pris là. Maintenant, il faut espérer que tout ce que l'on dit là, que ça suive effectivement. Est-ce que de cette façon, et que ça se traduise dans les actions. Est-ce que de cette façon, on n'est pas en train de confirmer que la corruption également, elle est vraiment replacée, elle sévit aussi? C'est à tous les niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à tous les niveaux. Et il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. C'est à tous les niveaux parce que ceux, par exemple, qui sont les élus, qui doivent prôner des valeurs, qui doivent être l'exemple, qui doivent être le miroir des valeurs que les citoyens, c'est-à-dire que du pays, doivent chercher à promouvoir. Parce que quand vous prenez un citoyen, il doit retrouver l'ensemble des valeurs là. Il doit retrouver ça incarné au niveau des élus que les citoyens choisissent. C'est ça en fait la chose. D'où l'intérêt de veiller évidemment à ce que les élus soient sur la ligne là qui est définie, qui est une ligne de probité et qui est une ligne d'exemplarité et donc d'éthique. Et ensuite, maintenant, de veiller à ce que les plus jeunes, parce que il faut, quand on est citoyen, le comportement citoyen demande à ce que tout ce qui est acte de corruption, que l'on puisse s'en éloigner, d'accord? Et donc, si nous avons de plus en plus, si on forme les citoyens, si on s'assure que ces valeurs-là font partie des valeurs que nous avons tous en tant que citoyens, que nous défendons, si je suis citoyen, si les citoyens, si vous êtes citoyen et que Adrien également est citoyen, si nous avons ces valeurs-là tous autant que nous sommes ici, et que idéalement, je dirais, tous les citoyens du pays ont ces valeurs-là. Je pense que la question de la corruption va se retrouver de plus en plus derrière nous. Pas que ça sera corruption zéro, ça n'existe nulle part, mais c'est l'effort de tous les jours que nous ferons pour faire en sorte que le phénomène recule, pour qu'on puisse avancer. Parce que les conséquences de la corruption, nous connaissons tout ça. C'est des projets qui ne commencent pas et donc n'aboutissent pas. Et donc, les populations qui devraient en bénéficier ne vont pas pouvoir bénéficier. Et c'est le développement globalement qui prend un coup. Alors, je reviens à vous, Julio Tometti. Dans les échanges, il s'est avéré que le commissariat de prévention à la corruption serait également présent pour les élections législatives. On doit comprendre par cela que le gouvernement est en train de mettre déjà les barrières pour des élections efficientes, claires et transparentes, n'est-ce pas? C'est vrai, vous allez dû constater que, comment dire, le commissaire et maître Jacques Migan avait son bâton de pèlerin à faire beaucoup de prises de contact. Il a commencé, c'était la RAC, premièrement, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'autres institutions qu'il entend parcourir encore, pour ne pas dire presque toutes les institutions. Peut-être parce que, comment dire, il faut le dire, même si elle n'est pas constitutionnalisée, elle fait partie quand même comment dire, d'une institution comment dire, d'une certaine importance, parce que la réalité de la corruption est d'une très grande importance. À partir de ce moment-là, quels sont les endroits ou les sphères dans lesquelles on peut retrouver en fait le rôle de ce commissariat à la prévention de la corruption? En matière électorale, quel rôle ce commissariat pourrait avoir à jouer à côté de tous les autres mécanismes qui existent déjà? Je pense, comme la dénomination même l'a spécifié, il s'agira beaucoup plus d'un rôle auprès des acteurs politiques, auprès des populations, d'accord, pour ce que nous pouvons appeler le marchandage politique, ou bien peut-être de l'argent que l'on distribue, le clientélisme, nos fameuses porte-à-porte là, en fait, qui est devenu en fait, comment dire, une stratégie politique. Donc, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption travaillera beaucoup, d'accord, de concert avec les populations pour les informer, les renseigner, les sensibiliser, pour que chacun, en fait, d'abord puisse s'éloigner, en fait, des actes de corruption en matière électorale, mais ensuite être un gardien et être prêt à pouvoir dénoncer, d'accord, d'où qu'ils proviennent les faits et gestes ou les actes,
en fait, de corruption, en fait, en matière électorale. Tout ceci, comment dire, participe d'abord, comme nous le disions tantôt, d'une question d'éducation, mais ça participe aussi de la transparence, en fait, des opérations de vote, et gage de paix et de stabilité, parce que on ne sait jamais d'où le mal pourrait venir. Donc, pour moi, je suis complètement en phase avec, en fait, ce rôle de prévention qu'on a bien voulu confier à cette comment dire, à cette institution, parce que j'estime, en fait, que beaucoup de travail avait été déjà fait. Nous parlions, mes co-débatteurs parlaient tout à l'heure, comment dire, des mesures administratives que l'on appelle la réforme de l'administration même, a permis d'amoindrir quelque peu, en fait, les actes de la corruption, ensuite la digitalisation et tout. L'appareil judiciaire avec tout ce que nous connaissons. Donc, ça a permis déjà, en fait, comment dire, de faire éloigner quelque peu, en fait, les barrières de la corruption. Il n'y a pas ce mois, par exemple, que vous n'entendez, nous parlons tout à l'heure des questions de commande publique, que des gens soient exclus, en fait, de commande publique parce que ils ont commis, en fait, des actes attentatoires à la régularité des procédures, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les administratifs d'une certaine façon. Et donc, et ça, quand on dit exclu de la commande publique pendant 5 ans, 10 ans, cela n'exempte pas, en fait, des poursuites judiciaires et éventuelles. Donc, je dis, beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup plus, en fait, pour pérenniser ça, pour que dans l'avenir, nous ne soyons plus, en fait, à déployer de grandes énergies, en fait, pour parler de, comment dire, de sensibilisation, mais pour parler de lutte contre la corruption, parce que, en fait, on aurait fait déjà une question, on aura réglé les questions d'ordre éducationnel à la base, et de mieux en mieux, ça va s'incruster dans nos cultures, ça va s'incruster dans nos pratiques, et le béninois serait, comme par exemple pour certains faits sociaux que l'on n'admet pas voir, la corruption serait vue ainsi, et personne ne pourrait l'admettre. Tout le monde serait en train à dénoncer et non pas à couver, comme nous sommes en train, comme nous en avons l'habitude. D'ailleurs, il faut le reconnaître. Le gouvernement a tout fait. On a mis même des lignes vertes pour dénoncer, ainsi de suite. Mais je me demande combien de Béninois dénoncent même des fois lorsque eux-mêmes, en fait, on est victime. Bon, on réchigne seulement, on se tait, on se dit, bon, la vie continue, il ne s'agit que de moi. Alors qu'en le faisant ainsi, en fait, on laisse libre cours à une pratique qui déstructure, en fait, nos réalités socio-économiques. Merci à vous, Adrien Tchoumakoche. Sachant que toute initiative n'est pas sans difficulté, quelles pourraient être les principales barrières à la mise en œuvre de cette initiative contre la corruption? Bon, c'est vrai que je n'ose jamais croire que cette nouvelle institution républicaine, je vais parler du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, soit bien sûr une institution budgétivore. Excusez-moi, parce que si nous avons vu sous d'autres cieux des institutions entre griffes, on a vu des hauts commissariats créés, on a vu même l'ONG de mon aîné, mon père, Jean-Baptiste Elias, qui a farouchement lutté contre la corruption au Bénin. On a vu les limites. On a vu les limites aussi de ce que la grande dame, la paix à son âme, qui nous a finalement lâché, j'oublie son nom, qui a été même ministre de la République sous Kérékou. Et à l'occasion, on suit bien Anna Diassiga, bien sûr, défendre farouchement la lutte contre la corruption avec des courts-métrages, des Oden à la Dati sur la télévision nationale, des sketchs pour lutter contre la corruption. On a vu tout ça. Aujourd'hui, nous sommes face au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Je pense quand même que celui qui est à la tête de cette structure, c'est quelqu'un qui s'y connaît, avocat chevronné, et on connaît un peu son parcours. Et je le souhaite vivement. Il faut que, bon, le peu de moyens qui sera mis à sa disposition, qu'il sache gérer afin que les objectifs soient atteints. Et je suis heureux que lui-même, parce qu'avant de
de parler d'autrui, il faut d'abord parler de soi. Vous devez constater que hier ou aujourd'hui même, j'ai lu dans la presse qu'il a démissionné. Il a démissionné de son parti politique Bloc républicain. C'est pour montrer qu'il est en train de respecter les textes en vigueur en République du Bénin. Et il a été aussi suspendu du barreau des avocats parce que ce sont les textes qui le disent. Donc il ne peut plus, il y aura incompatibilité s'il se mettait à continuer à jouir d'autres avantages. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jacques Miquan a fort à faire. Il doit avoir toujours sa tête sur ses épaules et savoir comment conduire, puisque c'est une nouvelle institution, c'est une nouvelle agence, si je peux le dire ainsi, c'est une nouvelle structure qui doit imprimer ses marques. Et je pense quand même que la personne qui conduit aujourd'hui cette agence ne doit pas, il doit être toujours à la hauteur et faire la fierté de la dite agence et contenter aussi celui-là qui l'a placé là pour que d'une manière ou d'une autre, on puisse dire que au temps de Jacques Miquan, il y a eu tel défi qui ont été relevés. Les difficultés, il y en aura toujours. D'abord, il faut que Jacques Miquan sache qu'en matière de lutte contre la corruption, il doit beaucoup avoir un regard sur la communication. Parce qu'une chose est de poser des actes, l'autre chose est de les faire savoir. C'est de ça qu'il est question. Et la communication, qu'on veuille ou pas, cette structure étatique, Jacques Miquan doit savoir que sa communication ne doit pas se reposer sur la cellule de communication du gouvernement. Pas du tout. Puisqu'il a eu un budget autonome, c'est une structure indépendante, c'est une structure qui doit lutter farouchement contre la corruption. Il doit porter les gants pour savoir qu'il ne pourra rien faire sans les professionnels des médias, sans avoir le moindre contrat, tout au moins avec les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les web activistes, parce qu'une chose est de poser des actes, l'autre chose est de les faire savoir. C'est très important. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, c'est vrai, j'ai suivi un peu le calendrier déroulé par Maître Jacques Miquan. Il a parlé d'une série d'activités en novembre et en décembre. En décembre, on sait bien que souvent les 9 décembre, que c'est bel et bien la journée internationale de la lutte contre la corruption, où plusieurs structures internationales qui œuvrent pour la même cause font des déclarations. Il est quand même souhaitable que déjà à l'instant T, on puisse savoir concrètement la feuille de route de Jacques Miquan, la feuille de route de cette structure, cette nouvelle structure étatique en matière de lutte contre la corruption. Il a évoqué le problème, par exemple, du cadre légal. Oui, le cadre légal doit être renforcé. Et lui-même, il a déjà parlé du renforcement des capacités des députés à l'Assemblée nationale. Après, il faut qu'il pense à renforcer les capacités intellectuelles des magistrats. C'est très important. Les magistrats doivent être recyclés sur des articles en vigueur. Il y a de nouvelles lois. Mais aujourd'hui, ces lois ne sont pas trop connues. Aussi, nous allons demander au chef de l'État, c'est l'occasion de le dire, de prendre des décrets, puisqu'il reste assez de décrets. J'ai suivi Jean-Baptiste Elias, qui les a listés la fois passée. Je n'en connais pas beaucoup, mais puisque lui, il était un aîné, il s'est beaucoup spécialisé dans la lutte contre la corruption. Je pense quand même que l'heure a sonné pour que le président Patrice Talon prenne les autres décrets en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, en matière de lutte contre la corruption en général. Parce que une chose est de construire le pays, mais ensemble, je pense que nous pouvons réussir à mieux construire le pays. Ensemble, nous pouvons réussir à mieux construire le pays. On continue ce débat en abordant le certificat de qualification au métier, une solution contre le chômage. En effet, l'examen de certificat de qualification au métier CQM vise à certifier les compétences des candidats dans divers domaines professionnels. Les autorités cherchent à renforcer l'employabilité à travers des formations adaptées aux besoins du marché du travail. Bien sûr, Mohamed Liamid,
dit à ce jour, quelles conclusions tirez-vous de cette initiative gouvernementale? Évidemment que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose, parce que c'est, comment je veux dire, ces Béninois là, parce que c'est des Béninois qui font le choix d'apprendre un métier. Peut-être après, à la limite, je dirais, peut-être après un décrochage scolaire, ou bien qu'ils, pour une raison ou une autre, n'ont pas eu la possibilité de poursuivre les études, dès lors qu'ils savent qu'ils doivent entrer c'est-à-dire qu'ils doivent s'autonomiser, se prendre en charge. Ce qu'il faut pour un individu, c'est d'apprendre un métier pour pouvoir se valoriser sur le marché de l'emploi, puisqu'il vous faut des revenus pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, il est important d'avoir une qualification. Après avoir donc fait un temps d'apprentissage, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, après avoir fait un temps d'apprentissage, il faut maintenant une qualification qui vient sanctionner ce temps d'apprentissage-là pour vous valoriser. Et c'est quelque chose de très important. Donc, par cela, l'État donne de la valeur à ces citoyens, à ceux-là qui sont allés apprendre un métier pour avoir la chance de se faire employer, donc gagner leur vie dignement. C'est quelque chose de très appréciable qu'il faut continuer, chercher encore à perfectionner. Ce qui se fait déjà là n'est pas mal, et inscrire dans la tête de tout le monde que on peut apprendre un métier et avoir cette qualification reconnue et pouvoir exercer le métier que l'on a appris. Comment être sûr que cette initiative garantit l'accès au travail sur le marché? Ce n'est pas d'abord la priorité, ce n'est pas d'abord de la garantie, c'est ça in fine, mais c'est d'abord en fait en tenant compte de ce qui avait été ces métiers-là. À quoi est-ce que nous étions confrontés? Nous étions confrontés dans le domaine de l'artisanat, que les jeunes notamment apprennent des métiers, que ce soit coiffure, couture, électricité, électrotechnique, ainsi de suite. Et que c'est au bon vouloir de chacun détermine le nombre d'années de formation, combien il exige en termes de frais de contrat, et lorsque vous finissez, combien il exige pour vous délivrer le diplôme, et toutes les autres en fait conditionnalités que vous devez satisfaire. Il y en a qui, en termes, lorsque l'année a été faite, qui par exemple n'ont pas la qualification, d'accord, n'ont pas fait le temps de formation nécessaire, ont le diplôme. Il y en a qui ont fait le temps de formation nécessaire, mais faute de moyens, n'ont jamais pu avoir de diplôme. Il y en a que pour des divergences avec, ou peut-être, comment dire, les relations humaines qui, à des moments donnés, qui se dégradent, ou bien par des faits sociaux, voient, en fait, entraîner des divergences, et ils n'ont jamais il y a tellement d'éléments. Mais l'élément primordial, nous parlons tout à l'heure de corruption, c'était véritablement ça. En fait, c'était les jeunes apprentis devenaient comme, comment dire, des otages, en fait, dans les mains de leurs patrons, en fait, qui sont censés leur délivrer ces qualifications-là. L'État dit assez, d'abord, en mettant en place, en organisant le secteur de l'artisanat pour que nous ayons aujourd'hui, en fait, une chambre des métiers de l'artisanat. Et que, deuxièmement, on a serré, on a fait l'inventaire de tous les métiers qui, pour exister, j'ai lu un peu moins, environ 130 quelques, d'une certaine façon, je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Et donc, serrer tout ça. Et l'État maintenant se positionne, en fait, pour certifier, en fait, cette fin de formation. Ce qui est davantage plus valorisant, en fait, quand vous avez une certification, en fait, étatique, que, en fait, d'avoir à ce qu'un patron une attestation qu'un patron vous signe. Et ça écarte, en fait, ces apprenants de toutes les autres aspérités que je venais de citer tantôt. Et donc, fort, en fait, de cette qualification, de ces diplômes-là, ces apprenants ont une gage de confiance en eux-mêmes et vont valablement, en fait, sur le marché de l'emploi. En tenant compte aussi de ce que, en fait, les différents secteurs de l'artisanat sont aujourd'hui organisés, structurés. Il y a des cadres
pour directement les accueillir parce qu'aujourd'hui, ils sont répertoriés. Lorsque vous êtes peut-être électrotechnicien et que vous sortez, vous savez où, par exemple, il y a la section électrotechnique, qui sont les responsables et les opportunités qu'ils puissent avoir, en fait, dans ce secteur. À terme, par exemple, ce qu'on rechercherait, Madame Maëlle, lorsque vous recherchez peut-être un maçon et vous ne voulez pas avoir à faire peut-être relations, peut-être individuelles qui tournent des fois autrement, il vous faut simplement vous adresser en fait aux responsables, c'est-à-dire aux différentes sections de ces sous-métiers-là pour avoir ne serait-ce que des recommandations ou avoir la liste en fait des personnes qualifiées pour vous rendre telle ou telle prestation. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez vu, lorsqu'on a fait le lancement, moi j'ai été tellement heureux en voyant en fait les personnalités qui étaient présentes. On a vu en fait que c'est un diplôme notamment co-organisé par le ministère de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, le ministère, non pas le ministère, le ministère de la fonction publique, je l'ai vu présent, le président de la chambre des métiers, deux autres trucs là. Donc en fait le ministère des petites et moyennes entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat, monsieur Modeste Kérékou. Et donc il y a que, en fait, ça devient, en fait, une préoccupation parce qu'au-delà, comme vous l'avez dit, au-delà de la question de formation, c'est notamment la préoccupation de l'insertion professionnelle aussi qui est en jeu. Oui. Et donc, pour parler d'insertion professionnelle, il aurait fallu assurer la qualité de la formation. Et donc, c'est à cela que le gouvernement s'évertue depuis, je pense, depuis 2023, que c'est véritablement rentré, tout a été mis au point et que c'est rentré dans sa phase active. Sinon, l'expérience a commencé depuis 2020, si j'ai bonne mémoire. Adrien Jomako, avec toute la médiatisation autour de la certification de qualification au métier, vous ne voyez pas une dévalorisation à la longue du cursus scolaire normal? Non, pas du tout. Il n'y a pas de dévalorisation du cursus scolaire normal. En réalité, la certification dont vous parlez, c'est-à-dire, je pense quand même que vous soyez même bachelier ou vous avez obtenu votre maîtrise ou votre licence, vous pouvez encore aller apprendre un métier. C'est ce qui est souhaitable. Même nous qui faisons le métier que nous faisons en tant que journaliste, quand vous sortez de l'école, il faut des stages, il faut apprendre encore le métier et il faut des années pour qu'on vous délivre encore une attestation. Donc je pense quand même que le gouvernement a bien fait de reprendre à bras le corps cette affaire de certification au métier parce que, tel que Julio l'a expliqué tout à l'heure, ça résout beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, d'autant plus qu'ils sont très nombreux ces jeunes qui, quand ils étaient soumis à leur patron, ils terminent pour des problèmes d'humeur ou bien peut-être que, les parents n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir solder le contrat requis. C'est que, comme ça, vous êtes là, on ne vous donne jamais l'attestation. Vous allez travailler pour le patron pendant des années, ce qui n'est pas bien. Je pense quand même qu'avec la volonté politique du gouvernement, on constate de jour en jour qu'après 3 ans de formation bien faite, je pense quand même que des gens rentrent en possession de leur diplôme et comme ça, avec ce diplôme, ils peuvent postuler même à des concours. Vous savez qu'il y a des concours de recrutement. Et il faut avoir le diplôme de qualification. Parce que même, c'est dans tout ministère aujourd'hui, vous avez des mécaniciens. Dans tout ministère, il y a des mécaniciens qui sont recrutés, il y a des artisans qui sont recrutés parce qu'ils ont appris à faire ceci, à faire ceci. Donc, l'État lance souvent ces concours. C'est parce qu'il n'y a pas souvent une communication autour pour qu'on sache que oui, l'État veut recruter 5 machinistes ou bien l'État en recrute toujours. Je pense quand même que c'est une très bonne politique gouvernementale que nous devons encourager parce que qu'on veuille ou pas, ça résout le problème du chômage. Les jeunes aujourd'hui ont très vite leur diplôme, après une très bonne formation et ils peuvent aller se chercher comme on le dit. Parce qu'avec le diplôme, même s'ils ne sont pas recrutés par l'État, ils ne vont pas attendre
ils ne seront pas soumis à leur patron pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans. Écoutez, moi je connais quelqu'un, il est resté sur son patron pendant 8 ans. 8 ans. Et il aurait fallu que nous, on se retrouve dans le quartier, on s'est cotisé de l'argent qu'on a amené à son patron afin qu'il ne rentre en possession. On a sauvé l'otage. Donc je pense quand même que le gouvernement a résolu beaucoup de problèmes en prenant cette décision courageuse, cette décision salvatrice qui permet d'une manière ou d'une autre d'accélérer les choses, d'accélérer l'accès à l'emploi des jeunes. Mohamed Liamidi, comment évaluez-vous les résultats de ces examens sur les politiques de formation professionnelle au pays? Vous savez, la question là par rapport au CQM, je crois, oui. Certificat de qualification métier, ça ne vient pas empiéter sur la formation technique professionnelle telle que cela est enseigné dans les lycées professionnels. Ce problème-là ne se pose pas. À partir du moment, vous savez, premièrement, c'est d'abord pour répondre, comme on l'a dit, à la question de l'insertion des jeunes. Lorsque pour une raison ou une autre, quelqu'un se retrouve dans une situation où il ne peut plus continuer les études et qu'il a un niveau minimum, pour pouvoir se prendre en charge, vous avez forcément besoin d'exercer un métier pour avoir des revenus, pour pouvoir prendre en charge. Et quel est le rôle de l'État? C'est de s'assurer que vous avez une possibilité. Et c'est cette possibilité que l'on donne en prenant cette initiative. Parce que quand vous prenez des jeunes filles, par exemple, qui ne peuvent pas poursuivre les études et qui désirent apprendre, par exemple, la coiffure, la coiffure ou la couture, un truc comme ça, en labellisant, parce que tout à l'heure on a parlé de la chambre des métiers et de l'artisanat, c'est que les centres même d'apprentissage sont déjà des centres qui sont reconnus. D'accord? Donc, étant donné que les centres sont reconnus, maintenant, ces jeunes filles qui sont recensées, parce que ça fait partie des programmes que le gouvernement a mis en place pour l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle et donc qui a aussi un côté social qui répond à un besoin social. Ces jeunes-là, jeunes hommes ou jeunes filles répertoriés, c'est-à-dire par le biais de la NPE, on les inscrit dans ces centres-là qui sont reconnus. Et maintenant, pour sanctionner la formation qu'ils ont reçue, il faut bien une qualification, un diplôme, une preuve de leur formation. D'où l'intérêt de ce parchemin de certificat de qualification au métier qui est délivré ensuite. Vous voyez, hein, après avoir donné une possibilité de formation à ces jeunes-là, ensuite ils ont un parchemin, un diplôme. De là encore maintenant, les structures étant connues, là où ils peuvent travailler, on s'assure également qu'on leur trouve un stage. Tout ça, c'est au niveau de la NPE. Et donc, quand ils ont ce stage, ouais, le chemin continue jusqu'à leur autonomisation. Ensuite, maintenant, la possibilité de les insérer, par exemple, à travers le programme d'insertion des jeunes le programme spécial d'insertion des jeunes à l'emploi. Donc, voilà, c'est toute une chaîne qui vise à terme, comme on l'a dit là, à insérer les jeunes dans la vie professionnelle et donc à les amener à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, ce qui est un rôle de l'État. Et donc, comme je l'ai dit déjà plus tôt, la question qui se pose donc par rapport au chômage, c'est primordialement la question de la qualification. Quand vous avez une qualification, c'est à partir de ce moment que vous pouvez dire que vous êtes au chômage. Donc, il ne suffit pas de se retrouver jeune désœuvré pour dire qu'on est au chômage. Donc, voilà en fait la chose. Maintenant, de l'autre côté, il y a ceux qui font les formations professionnelles connues, c'est-à-dire le cycle professionnel, c'est-à-dire que l'enseignement technique professionnel au lycée. Et il y a tous les métiers là-bas aussi, que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, de la maçonnerie, de l'informatique, ainsi de suite, qui, à partir de la seconde jusqu'en terminale, vous avez soit un bac technique, soit le DT, le diplôme technique industriel que vous avez. Et sur la base de ça, vous pouvez également continuer un cycle universitaire. Donc, il n'y a pas chevauchement.
quelqu'un qui ne peut pas aller plus loin dans les études a quand même la possibilité de s'insérer dans la vie professionnelle et c'est quelque chose qui est important. Maintenant, évidemment qu'à la sortie, on ne les traitera pas évidemment de la même manière. Celui-là qui a fait un cursus académique professionnel, c'est forcément lui qui est appelé à diriger, à commander ceux-là qui ont eu ces qualifications, qui peuvent donc travailler sur, par exemple, au niveau des chantiers, en ce qui concerne la construction, l'infrastructure, que ce soit dans le domaine des routes, de l'immobilier, ainsi de suite. Je reviens à vous, Julio Tometti. Est-ce que le gouvernement et le secteur privé ne pourraient pas collaborer pour faire reconnaître, pour une reconnaissance du CQM? Le CQM, c'est d'abord en lui-même une reconnaissance parce que, comme les autres diplômes académiques, c'est frappé du sceau de l'État. Donc, c'est une reconnaissance de l'État par rapport à ces métiers-là qui étaient livrés au bon vouloir de chacun, comme je le disais tantôt. Ce qu'il faut noter, c'est, comme je le disais il y a quelques minutes, on a fait une large inventaire en fait de ces métiers. Je me rappelle du chiffre exact, ça fait 139 métiers. Donc vous imaginez un peu. Et l'autre chose, aujourd'hui, cette année, ils sont un peu plus de 34 000 candidats. Donc vous pouvez imaginer en fait comment dire, l'ampleur ou l'engouement en fait que ça donne. L'autre chose qu'il faut voir en fait, c'est quoi quand nous parlons du secteur privé? Non, il faut dire en fait que dans beaucoup, il y a qui vont chercher à s'insérer, à travailler, mais beaucoup, pour la grande masse, en fait, c'est l'entrepreneuriat pour répondre en fait à nos besoins élémentaires, les besoins que nous avons quotidiennement. Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui l'impression, quand vous voyez un peu, parce qu'il faut en fait revenir là, pour notamment les métiers de l'artisanat, l'ameublement et autres là, qu'aujourd'hui, nous avons en fait des prestations de meilleure qualité que nous n'avions. Quand je prends par exemple la question d'ameublement, ce qu'on nous propose aujourd'hui, en fait, c'est mieux que par le passé. Les questions de cuir, de peau, c'est-à-dire cordonnerie et autres, il y a une sorte, ce n'est plus ce que nous observions par le passé. Il y a une sorte de professionnalisation. Je dirais même, en fait, qu'il y a une sorte de concurrence positive en cette matière-là parce que, en fait, chacun veut veut se surpasser les autres. Et comme ça, en fait, des entreprises, des petites entreprises naissent d'une certaine façon. De sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, en fait, pour ces jeunes, ce n'est pas forcément chercher à aller, les structures et autres vont absorber une partie, mais pour la plus grande partie, en fait, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et c'est en vérité ça qui c'est la communauté. Parce qu'autant que nous sommes, nous en aurons besoin. Il y a les métiers du textile dedans. Nous avons aujourd'hui, regardez un peu, Adrien, regardez en fait, à côté de moi, l'Amélie bien habillée. Donc, en fait, vous avez par exemple, à côté de moi, il a une chemise qui n'a rien à envier, en fait, aux chemises importées d'une certaine façon. Donc, il y a un peu plus d'entrée d'une certaine façon. Donc, au-delà de tout, je pense que ça fait partie de la formation. C'est ce que chacun fait de sa formation qui est intéressant, en fait. Et je note quand même, avec le concours, en fait, des différentes institutions, notamment des ministères, je viens de citer tout à l'heure, le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'entrepreneuriat, je pense qu'ils font beaucoup en termes d'orientation, en termes d'opportunités, d'accord, pour que ces derniers, puisque l'État ne peut pas avoir reconnu, par exemple, cette année, 34 000 personnes pour aller composer un peu plus d'une vingtaine qui arrivent à obtenir le parchemin et ne pas avoir un plan pour ceux-là, ne serait-ce que, en fait, comment faire pour que l'environnement leur soit propice pour, en fait, pouvoir se prendre en charge. Je pense que de plus en plus, nous sommes en train de travailler à ce que le Bénin, dans 5 ans, 10 ans, nous serions venus à bout, en fait, d'un certain nombre de problèmes. On ne peut pas l'éradiquer complètement, les questions de chômage et de sous-emploi, mais nous aurions travaillé d'une certaine façon à élever le niveau, à mettre des gens davantage au travail au bénéfice de la communauté. Finir avec vous, Adrien Tchomankou, la perception du CQM pourrait également influencer l'employabilité, n'est-ce pas? Non, vous savez, aujourd'hui, si vous avez votre CQM,
si par exemple, moi, Adrien Chomako, je vais dans un centre, comment on appelle, sur un tailleur par exemple, quelqu'un qui doit me coudre une chemise ou une veste, quand je vois coller au mur et je lis, je vois que, ah oui, celui-ci, il a obtenu le CQM. Je dis, tu dois lui faire davantage confiance. Ça veut dire qu'il a fait un parcours, un bon chemin, qu'il a obtenu un diplôme étatique. Donc, je pense que ce n'est pas pour remettre en cause les aînés, les anciens qui ont obtenu des attestations de fin d'apprentissage après 5 ans de formation continue ou 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans. Ce n'est pas pour remettre en cause leur diplôme, leur attestation, mais je pense quand même que le CQM est un diplôme qui a une valeur nationale et que nous devons faire confiance au CQM. Quelqu'un, un artisan qui a obtenu son CQM, je pense qu'on doit lui faire confiance dans n'importe quel secteur d'activité et lui confier un travail. Je pense quand même que ça amène les jeunes à vite trouver de l'emploi, parce que quelqu'un qui veut te commander quelque chose, quand il voit que tu as obtenu un CQM, il a plus confiance, il se dit que oui, l'État reconnaît ton diplôme, que effectivement tu as obtenu un parchemin et que ce n'est pas une attestation. L'attestation, ce qui se faisait avant, l'attestation peut être falsifiée. On est au Bénin, nous sommes en Afrique et je pense quand même que la corruption, c'est dans tous les domaines. Les gens, qu'ils vous souviennent, pour quitter un pays pour un autre, dans l'optique, écoutez, ce qu'ils appellent aujourd'hui loterie visa. Avant, c'est maintenant que c'est imposé, on dit que vous devez avoir un baccalauréat ou un diplôme équivalent, ou bien vous avez un CQM qui a l'équivalence d'un diplôme de BPC ou de baccalauréat, avant de passer à ce que nous appelons l'auto-visa américain. Donc je pense quand même que avant, dans le bon vieux temps, c'est les attestations, des simples attestations de fin d'apprentissage que nos mamans, nos papas, les gens prennent pour pouvoir postuler à cette loterie visa. Aujourd'hui, c'est le CQM, aujourd'hui, c'est le BPC, c'est le bac. Je pense que le CQM a sa valeur. Nous devons faire confiance au CQM et tous ceux-là qui n'ont pas pu poursuivre leurs études, tous ceux-là qui ont même poursuivi leurs études et qui estiment aller se spécialiser dans un autre domaine, peuvent quand même aller passer le CQM pour pouvoir obtenir un diplôme, l'obtenir bien sûr et exercer leur emploi. Merci à vous, Adrien Chomako. Et c'est sur ces mots que nous clôturons ce débat. Nous étions en direct du studio François-Xavier Noumon. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android ETélé tout simplement. ETélé avec vous, pour vous. Merci d'être resté avec nous.